Dreamliner a sauvé Boeing. Mais une version a failli détruire l'un de leurs marchés les plus fidèles. Elle a été conçue pour le Japon, promise au Japon, puis abandonnée. La suite a bouleversé l'équilibre des forces dans le ciel asiatique. Voici l'histoire de la version oubliée du Dreamliner de Boeing et de l'erreur qu'il paye encore aujourd'hui. Nous sommes en avril 2004. Boeing annonce le programme 707 Dreamliner, plus tard renommé programme 787. L'objectif ? Remplacer les flottes vieillissantes de 747 et 767. Ce n'était pas qu'un simple avion, une carlingue révolutionnaire en composite. 20% de meilleure efficacité énergétique, une pression cabine plus élevée, une meilleure humidité, des fenêtres énormes. Boeing promettait d'ouvrir de nouvelles liaisons entre villes qui n'étaient jamais rentables auparavant. Mais c'est là que Boeing a voulu jouer gros. Ils ont prévu toute une famille, le 787-3 pour les vols courts à moyen ultra dense, le 787-8 pour les longues distances à faible trafic et le 787-9 pour les longues distances à forte capacité. Le 787-3 était différent cependant. Il n'était pas vraiment fait pour le monde entier. Il était spécifiquement conçu pour le Japon et il a rapidement séduit le pays. AENA est devenu le client de lancement en avril 2004. 50 Dreamliner, 30 787-3 pour les courtes distances et 20 787-8 pour le long courrier. Pourquoi ces chiffres si précis ? Le Japon avait des besoins uniques qu'aucun autre pays ne partage. Des routes domestiques denses, transporter des passagers par millions sur des distances incroyablement courtes. Tokyo-Osaka, 300 miles. Haneda-Sapporo, 500 miles. Des millions de passagers chaque année. Le 787-3 était la solution parfaite pour le Japon. Environ 300 sièges, jusqu'à 3500 miles nautiques d'autonomie. Une envergure plus petite pour s'adapter aux portes d'aéroports. Grande capacité, courte distance, rotation rapide. Mais la confiance de Boeing venait d'autre chose que des études de marché. 50 ans de fidélité forte au Japon. Ce qu'il y avait de spécial, c'était... Boeing dominait le marché japonais comme nulle part ailleurs dans le monde. JAL et AENA n'étaient pas juste des clients, c'étaient des compagnies exclusives à Boeing. Les 727 régnaient dans les années 70. Lorsque le Japon avait besoin d'appareils domestiques à grande capacité, Boeing a créé le 747 SR spécialement pour eux. Les modèles suivants du 747 SR pouvaient transporter une incroyable charge de 550 passagers sur des routes de 200 miles. Au fil du temps, le 767 est devenu la colonne vertébrale du Japon dans les années 80 et 90. Ce n'était pas qu'une affaire commerciale, c'était la base d'un des marchés internationaux les plus rentables de Boeing. En 2004, pour voler en gros porteur au Japon, il fallait voler Boeing. AENA et JAL n'achetaient pas seulement le 787-3, ils étaient partenaires de son développement. Spécifications cabine, exigences opérationnelles, contraintes aux portes. C'était censé sceller la domination de Boeing au Japon pour une nouvelle génération. Puis, tout s'est effondré. Le plan révolutionnaire de Boeing externalisait les composants principaux partout dans le monde. Ailes du Japon, fuselage d'Italie, queue de Corée du Sud. Construire l'avenir de l'aviation grâce à des partenariats mondiaux. Mais ça a été un fiasco. Du chaos dans la chaîne d'approvisionnement, des cauchemars d'intégration, des échecs du contrôle qualité. C'est là que la trahison s'est accentuée. Boeing avait promis le 787-3 au Japon tout en détournant les ressources des fournisseurs japonais, y compris la production d'ailes de Mitsubishi Heavy Industries, pour privilégier la fabrication des 787-8 et 787-9. Le Japon fabriquait des ailes pour que des avions de ces compagnies aériennes ne pouvaient pas acheter. Le programme 787 a glissé de 2008 à 2009, puis 2010, puis 2011. Mais ce que Boeing n'a pas vu, alors qu'il galérait avec les retards, les compagnies japonaises comptaient toujours sur leurs variantes spéciales. Lorsque les ressources se sont raréfiées, Boeing a mis en priorité les 787-8 et 787-9, des variantes au rayonnement mondial. Le 787-3, avec son marché japonais étroit, a été mis de côté. Boeing continuait de promettre au Japon que cela arrivait, mais en interne, les priorités avaient changé. Puis, alors que Boeing était en difficulté, la crise financière de 2008 a tout changé. Les compagnies aériennes ont arrêté de commander pour croître et ont commencé à optimiser leur flotte existante. Les compagnies japonaises ont revu leurs commandes de 787-3 différemment. Ces 30 avions à haute capacité et courte portée, essentiels en 2004, en 2009, ils semblaient coûteusement exagérés. L'économie avait fondamentalement changé.
La technologie avancée du 787 avait un prix élevé. Pour les longues distances où l'efficacité carburant comptait vraiment, ce surcoût valait le coup. Mais pour les trajets domestiques de 300 miles au Japon, c'était des tarifs Dreamliner pour des missions régionales. Pourtant, Boeing n'avait toujours pas dit la vérité à ses clients les plus fidèles. 2010. Boeing a discrètement annulé le 787-3. Pas de fanfare. Les compagnies aériennes japonaises avaient organisé tout le renouvellement de leur flotte autour d'un avion qui n'existerait jamais. Ce n'était pas qu'un simple retrait de produits. Pour le Japon, c'était une trahison après 50 ans de partenariat exclusif. Boeing avait pris leur argent, leur retour technique et leur fidélité sans faille, puis les avait abandonnés lorsque ses priorités ont changé. AENA a transformé ses commandes de 787-3 en 787-8. JAL, au bord de la faillite, a tout restructuré. Les clients les plus fidèles de Boeing se sentaient trahis et Airbus était prêt à intervenir. Airbus a essayé de percer le marché japonais durant des décennies. Ils ont eu quelques succès, mais rien à comparer à Boeing. Soudain, cette barrière a craqué. En 2013, JAL a surpris tout le monde en commandant 31 Airbus A350, avec en plus des options pour 25 avions supplémentaires. Ce n'était pas juste une diversification, c'était un rejet symbolique des promesses non tenues de Boeing, un signal clair à toute l'industrie. Même la forteresse la plus solide de Boeing pouvait être vulnérable. En 2024, une nouvelle étape a été franchie. JAL a commandé 11 A321neo, s'attaquant à la domination de Boeing sur les avions monocouloirs chez cette compagnie. Airbus ne se contentait plus de mettre un pied dans la porte, il devenait un acteur majeur. Pendant que Boeing galérait avec le 787-3, Airbus développait sa propre variante oubliée, l'A350-800, le plus petit membre de la famille A350. Comme le 787-3, il a d'abord suscité de l'intérêt avant que les compagnies aériennes n'annulent leurs commandes pour basculer vers le plus grand A350-900. Mais voilà la grande différence. Airbus a vite reconnu l'échec et limité les pertes. Ils ont annulé l'A350-800 rapidement et se sont concentrés sur des variantes plus réussies. Boeing, lui, a laissé traîner le 787-3 durant des années, décevant ses clients. Lorsqu'ils l'ont finalement annulé, ils avaient déjà perdu leur marché le plus important. Les deux avions sont tombés dans le piège du marché intermédiaire. Trop cher pour le court courrier, trop petit pour un long courrier efficace. Ce vide n'a pas disparu, il a été comblé par la famille A321neo, surtout les A321LR et A321XLR. L'économie d'un monocouloir avec une portée étendue. Des coûts plus bas, des opérations simplifiées, mais assez efficaces pour des missions moyen courrier. Boeing n'avait rien pour rivaliser. Leur 737 MAX ne pouvait pas égaler la portée et la capacité de l'A321. Leur 787-8 était trop puissant. Ils avaient créé un trou dans leur propre gamme et Airbus l'a comblé. Ce qui rend ça encore plus douloureux pour Boeing, ils auraient pu dominer ce marché. Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. La part de marché de Boeing en Asie du Nord-Est a chuté. JAL opère désormais à la fois des A350 et des 787 sur des routes que le 787-3 était censé dominer. AENA a commandé des A321neo et A321XLR exactement pour les missions que le 787-3 aurait dû assurer. Les compagnies japonaises ne voient plus Boeing comme leur partenaire exclusif, c'est juste une option parmi d'autres. Le virage pragmatique est complet. Ce n'était pas qu'un simple échec produit, c'était surtout une erreur stratégique. Boeing avait tout, 50 ans de relations exclusives, une confiance totale des clients. Un marché parfait pour des avions à forte capacité et courte portée. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était tenir leurs promesses. Mais au lieu de ça, ils ont préféré une gestion de programme à court terme plutôt que de construire des relations durables. Boeing a trop promis, livré trop peu, puis abandonné ses clients les plus fidèles lorsque ça s'est compliqué. Ils ont laissé planer de faux espoirs durant des années avant d'annuler sans offrir de solution adaptée. Avance rapide jusqu'en 2025 et les dégâts sont évidents. Alors, parlons du vide sur le marché moyen que Boeing a créé en annulant le 787-3. Bien que différent, pour l'instant, Airbus l'a quasiment comblé entièrement avec l'A321XLR. Les compagnies aériennes disposent désormais d'appareils étroits, efficaces, moyens à long courrier pour les missions que Boeing a abandonnées. L'absence chez Boeing d'un concurrent à l'A321XLR signifie que ce trou créé par l'échec du 787-3 impacte désormais Boeing à l'échelle mondiale alors que les compagnies adoptent partout la famille A321neo d'Airbus pour ce type de mission. La réponse de Boeing ? Ils n'ont toujours pas de concurrent à l'A321XLR.
Il parle d'un nouveau développement, mais c'est pendant plusieurs années. Pendant ce temps, Airbus encaisse les commandes pour des missions qu'aurait pu dominer Boeing. Le 787 est généralement considéré comme un succès. Il a révolutionné l'aviation long courrier, ouvert de nouvelles routes et fixé de nouvelles normes de confort pour les passagers. Mais l'échec du 787-3 révèle le coup caché. Boeing a gagné la bataille technologique, mais perdu la guerre des relations. Le 787-3 n'était pas qu'une variante annulée. C'était la plus grosse erreur stratégique de Boeing sur son marché le plus important. La confiance brisée au Japon a mis à nu une faiblesse fondamentale dans la façon dont Boeing gère ses relations clients, une faiblesse qui continue à lui coûter des parts de marché partout dans le monde. 20 ans plus tard, Boeing paye toujours le prix avec le vide sur le marché intermédiaire que Airbus domine désormais à l'échelle mondiale. Airbus a retenu ce que Boeing a oublié. Parfois, le plus gros échec n'est pas l'appareil mal conçu, c'est la promesse que tu brises envers ton client le plus fidèle. Hey, before you go, the YouTube algorithm thinks you're going to like this video next, so why not check it out?